vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire sur la simulation de la lumière invisible dans ANSYS PEOS, dans le logiciel ANSYS PEOS. On en a pour à peu près 3/4 d'heure. Je vous demanderai de vérifier que votre son est bien coupé, votre micro est bien coupé, et de poser vos questions dans le chat, si vous en avez. Très bien. Donc, sans plus attendre, je vais me présenter. Je m'appelle Marin Delacroix. Je suis ingénieur d'application chez CADFEM. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon collègue Julien Duchesne, côté éditeur chez ANSYS. Julien est product spécialiste sur ANSYS PEOS. Il est opticien et il a plus de 10 ans d'expérience avec la manipulation du logiciel ANSYS PEOS. Donc aujourd'hui, on va principalement s'intéresser à la conception de capteurs pour la lumière invisible avec ANSYS PEOS et puis aussi sur les problématiques de luminaires pour la lumière non visible. Cette session sera enregistrée, donc vous pourrez avoir accès à une rediffusion pour ceux qui ont besoin de la repartager ou de la revoir a posteriori. Donc tout d'abord, je vais commencer par présenter CADFEM. Donc nous sommes fournisseurs de licences et prestataires de services, de savoir-faire et plus généralement de tout ce qui va autour de la simulation numérique. Le groupe CADFEM, alors originalement, est présent dans plus de 20 pays aujourd'hui, principalement en Europe et en Asie, mais aussi en Afrique du Nord et en Amérique du Nord. Puis côté francophone, nous sommes implantés à Lyon et puis à Renan, en Suisse, près de Lausanne, ainsi qu'un peu en Tunisie. Nous assurons donc la distribution des logiciels ANSYS avec qui nous sommes partenaires depuis les années 80 et auprès duquel nous avons le statut Elite, qui est le plus haut niveau de partenariat avec l'éditeur. On distribue aussi le logiciel Rocky ainsi que nos extensions créées par nos équipes de développement en interne. Et puis notre activité va bien au-delà de la distribution de logiciels, d'où notre slogan « La simulation est plus qu'un logiciel ». Donc on propose d'abord des formations pour que nos clients puissent utiliser au mieux les logiciels que nous distribuons. Il y a plusieurs formats, ça peut être de la formation interentreprise, donc vous pouvez pour cela consulter notre catalogue de formation sur notre site internet, ou bien de la formation spécifique où on construit un programme pour répondre à vos besoins et vos applications. Donc en ce moment, on les propose en virtuel, donc on vous fournit des machines virtuelles et puis le formateur peut vraiment intervenir sur les machines des stagiaires et des participants pour les aiguiller tout au long de la formation. On assure aussi donc le support technique en français et de manière continue par l'intermédiaire d'un numéro de téléphone qui est veillé donc toute la journée, ainsi qu'une adresse mail. Et enfin, on propose des projets de consulting à l'issue desquels on va vous proposer un transfert de compétences, de méthodologie, pour que vous puissiez reproduire en autonomie les études réalisées avec les logiciels ANSYS. Donc maintenant, un petit mot sur l'éditeur de logiciels, donc ANSYS, qui est une très grosse société américaine que vous connaissez peut-être déjà pour les capacités de simulation mécanique ou CFD, mais donc traditionnellement, c'est ces sujets-là pour lesquels on connaît plus ANSYS, mais les logiciels de la suite ANSYS permettent de simuler bien d'autres physiques. Et donc aujourd'hui, on va principalement s'intéresser à l'optique et plus précisément l'optique dans la lumière, dans les domaines non visibles, qui fait suite au webinaire d'hier qui était consacré à la lumière visible. Donc si vous l'avez raté, n'hésitez pas à nous contacter pour accéder à une rediffusion. Et donc ces sujets optiques sont présents dans beaucoup de secteurs d'activité, que ça aille des transports, au secteur de l'énergie, de la médecine ou de l'éclairage, bien sûr. Donc maintenant, je vais vous rappeler un petit peu le programme qu'on va avoir pour cette session aujourd'hui. Donc je vais d'abord laisser la parole à mon collègue Julien juste après cette slide pour qu'il nous rappelle un petit peu les tendances en tant qu'éditeur de logiciels, voir ce qu'il voit percevoir sur le marché de la lumière, de la simulation de la lumière d'ailleurs. Et puis on va voir comment ANSYS PEOS permet de créer des prototypes virtuels en simulant la propagation de la lumière. Donc à la suite de ça, je reprendrai la main pour faire quelques démonstrations dans le logiciel ANSYS PEOS, donc sur des applications comme un détecteur infrarouge, des luminaires UV, donc pour des applications de désinfection par exemple, et puis un exemple de simulation de caméra pour voir ce qu'une caméra est capable de voir sur un prototype virtuel. Donc après, Julien vous présentera quelques cas d'études, donc des cas d'application que nos clients ont pu réaliser avec le logiciel ANSYS PEOS, donc sur ces sujets de lumière invisible et appliquée au domaine des capteurs. Et enfin, je reprendrai la main pour conclure et passer à une séance de questions-réponses. Donc à nouveau, je vous invite à poser vos questions dans le chat et puis on verra, on essaiera d'en prendre quelques-unes à la fin de la session. Donc Julien, je te laisse la main et
C'est à toi. Ok, merci Marin. Alors, effectivement, aujourd'hui, on va s'intéresser aux capacités de notre solution de simulation de la lumière Speos pour des cas d'usage avec de la lumière qu'on va qualifier de non visible. Donc, je vais me permettre un petit rappel de ce qu'est Speos et ce qu'on a pu voir hier dans le webinaire Speos dans le domaine du visible, donc du ray tracing au rendu physico-réaliste. Donc, Speos est un logiciel de simulation de la lumière basé sur du ray tracing. Donc, on peut visualiser le chemin de la lumière dans les composants optiques sur les différents également matières, surfaces, afin de réaliser des prototypes virtuels des systèmes lumineux et de valider, vérifier, optimiser leur performance. Performance, donc efficacité, homogénéité, couleur, etc. Avec la même technologie de tracé rayon, on peut également produire des rendus physico-réalistes afin de voir comment un objet illuminant sera vu par un œil humain, afin de réaliser un proto-virtuel complet du design à l'expérience utilisateur, donc la visualisation, pour complètement supprimer les prototypes physiques et bien évidemment réduire les coûts et temps de développement. Donc, je relance un petit teaser sur ce qu'est Speos, ce que fait Speos. Donc, bien évidemment, on travaille dans le domaine du lighting, comme on peut le voir. On s'intéressera aujourd'hui à des cas d'utilisation dans l'UV, l'IR. Donc ici, on voit bien évidemment une grosse tendance l'UV pour la désinfection, mais Speos est également utilisé sur tout ce qui est qualité perçue, également études de l'ergonomie des conducteurs dans les véhicules, les études de réflexion, et de plus en plus dans le domaine du sensor. Donc on verra également aujourd'hui comment on peut utiliser Speos pour travailler sur les caméras, les lidars, principalement pour les problématiques d'autonomie, mais également de vision et de détection. Donc ici, on a des exemples de caméras et de lidars très présents dans les domaines de l'autonomie aujourd'hui. Des choses qu'on a vues hier, les développements de composants optiques type guide de lumière, réflecteurs, lentilles, etc., automatisés grâce à l'aide de Speos. Des cas d'utilisation qui restent valables dans le domaine du visible comme de l'invisible. Et là, on finit avec quelques exemples de rendus physico-réalistes faits avec Speos, ce qui est par contre pas le sujet d'aujourd'hui, mais était le sujet d'hier. Alors voilà, aujourd'hui, on va s'intéresser aux capacités de Speos hors de la bande spectrale du visible, ce qu'on a vu hier. Donc, la lumière va de l'ultraviolet à l'infrarouge, comme on peut le voir ici. L'œil humain, lui, est sensible entre 400 et 750 nanomètres, ce qui est la bande spectrale qu'on qualifie de visible. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à d'autres use cases hors de cette bande spectrale ou à cheval sur cette bande spectrale et d'autres. Et on va s'intéresser à l'UV. Donc aujourd'hui, on a pas mal de cas d'utilisation pour la désinfection. On va également s'intéresser à des cas comme l'horticulture, qui est une tendance actuelle pour justement étendre les surfaces de culture, la culture artificielle, donc sous des systèmes d'éclairage particuliers est de plus en plus tendance. Donc on voit pas mal de cas d'utilisation de la simulation dans ce domaine-là, avec l'importance de pouvoir aller analyser précisément quelle longueur d'onde peut atteindre les plantes, comment ces longueurs d'onde vont être absorbées pour participer à la photosynthèse. Et ensuite, on va également aller dans l'infrarouge avec des cas d'utilisation plus industriels ou également autour des sensors, la vision industrielle.
Et on verra également beaucoup de cas d'utilisation autour de l'autonomie dans les véhicules, dans les voitures, avec les lidars, les caméras. Donc les caméras, que ce soit dans le domaine visible, mais également dans le domaine infrarouge avec les caméras thermiques. Ce sont des nouveaux cas d'utilisation qu'on peut adresser aujourd'hui avec la simulation. Donc, on va commencer avec le côté lighting, lumière. Donc, effectivement, hier, on a vu Marin nous a fait une démo de Speos pour le développement de luminaires. Et ben, tout ce développement et ces capacités vont rester possibles et valables si on étend l'analyse non pas à la photométrie, mais à la radiométrie. Donc, typiquement, en allant étudier ce qui peut se passer dans le proche infrarouge ou dans les dernières longueurs d'onde de l'ultraviolet, pour justement voir si on utilise des bonnes longueurs d'onde pour stimuler la photosynthèse ou voir comment bien développer un luminaire dans l'UV pour fournir la dose nécessaire d'UV à l'endroit nécessaire également pour opérer une désinfection réussie. Et grâce à Speos, on peut travailler sur la radiométrie. Un petit oubli, je reviens là. Donc hier, on a vu la photométrie. Pour information, Speos est un algorithme et un software qui se base que sur la propagation de la lumière dans le domaine radiométrique. En fait, la photométrie, quand on s'adapte au domaine du visible, n'est qu'une conversion d'une propagation de la lumière, entre guillemets, radiométrique, qu'on vient ensuite convoluer avec la réponse de l'œil. Et c'est ça qu'on appelle le visible. Alors, voilà, on commencera par l'UV. Je me permets de partager ici des exemples de simulations faites avec Speos, où au-delà de voir l'éclairage dans le visible et l'éclairage d'une cabine, on va pouvoir travailler sur quantifier, valider qu'on vient à amener la bonne quantité d'énergie pour désinfecter. Donc, on a des problématiques sur quelle lumière doit être envoyée, où on doit envoyer cette lumière, combien de temps on doit irradier une surface pour atteindre des performances de désinfection acceptables. Donc, Marin nous montrera lors de sa démo les fonctionnalités intéressantes autour de ce sujet. On va également voir comment Speos peut aider sur tout ce qui est le côté vision avec les caméras. Donc aujourd'hui, l'autonomie ou les exigences d'intelligence de nos objets demandent d'avoir de plus en plus de capteurs et de caméras dans les objets de tous les jours. Donc la caméra, le mobile phone, mais également des caméras thermiques sur les voitures, des caméras dans le domaine du médical ou sur les domaines de vision industrielle pour faire de la détection, du tri, etc. Donc, on va s'intéresser à ce type de use case. Et on verra également comment Speos peut aider à développer, mais également intégrer un lidar dans un système. Donc voilà, le lidar est un composant optique de plus en plus présent également dans les objets de la vie de tous les jours, qui va le devenir de plus en plus. Et on va s'intéresser à ce type de cas d'utilisation aujourd'hui. Donc, comme l'a indiqué Marin, je lui redonne la main pour déjà passer un côté présentation, démonstration de Speos. Et je reprendrai la main un petit peu plus tard pour vous présenter ces cas d'utilisation. À toi, Marin. Ça marche. Merci beaucoup, Julien. Ok. Eh bien, je reprends la main. Fais-moi signe quand. Voilà, j'ai l'impression que c'est bon. Quand j'ai pu récupérer l'image. Merci beaucoup. Donc très bien, ouais. Donc là, ce que vous voyez maintenant apparaître à l'écran, c'est l'interface du logiciel ANSYS Speos. Donc c'est un logiciel qui est intégré dans une plateforme CAO qui s'appelle SpaceClaim. Et en fait, à cette plateforme CAO, on est venu rajouter plein d'outils de modeling, plein d'outils de mise en données pour une simulation optique, que ce soit les définitions de matériaux. Donc la définition, pas que dans le domaine visible. Les matériaux, on peut très bien aussi les définir dans des domaines invisibles. Alors, définir comment ils interagissent avec la lumière invisible. On va venir définir des sources lumineuses, donc que ce soit des sources plutôt localisées comme des LED ou des sources plutôt ambiantes, des capteurs de toutes sortes, et puis des simulations avec tout un tas d'outils qui permettent
d'aider un petit peu à la conception optique. Donc là, dans ce premier exemple, on va s'intéresser à un détecteur infrarouge. Donc l'objet que vous voyez en beige, c'est un doigt hein, qu'on va essayer de détecter en émettant de la lumière infrarouge depuis une source infrarouge jusqu'à un capteur. Donc, si on regarde un petit peu comment c'est fait dans l'interface, ce qu'on peut commencer par regarder, c'est donc là, on a une source qui émet de la lumière à une longueur d'onde donc non visible, qui est dans le domaine de l'infrarouge. Et l'idée, ça va être de faire voyager cette lumière jusqu'à un capteur qui va capter donc une irradiance moyenne. Toujours donc bien sûr ce capteur il est sensible aux lumières invisibles. Donc, pour voir comment la lumière donc, passe de la source en étant réfléchie par le doigt jusqu'au capteur. Donc on va aussi pouvoir donc aller venir voir comment un objet volumique va être éclairé. Hein. Donc est-ce qu'on va envoyer la lumière suffisamment large sur le doigt pour pouvoir le détecter. Donc là maintenant, si on affiche un petit peu les résultats de la simulation, donc tout d'abord, à quel point le doigt est éclairé, donc en fausse couleur, parce que tout ça c'est de la lumière invisible, hein, l'infrarouge, pour voir un petit peu à quel point quelle partie du doigt on arrive à éclairer. Et puis ce qui va surtout nous intéresser, c'est qu'est-ce qui est capté par le capteur d'irradiance. Donc là, ce qu'on va essayer de regarder, c'est comment les rayons vont voyager de la source, de la LED infrarouge, jusqu'au capteur. Donc pour ça, en fait, on a utilisé une fonction qui permet de filtrer les rayons. Donc là, déjà, on voit les rayons qu'on affiche. Et puis, on a une fonction qui permet de filtrer les rayons qui sont passés de la source jusqu'au capteur en étant passés par un certain groupe de faces. Là, on affiche seulement les rayons qui sont passés par le doigt. Et puis, on peut aussi demander d'afficher tous les rayons qui ont atteint le capteur sans passer par le doigt. Donc ça, c'est particulièrement intéressant pour détecter ce qu'on appelle des phénomènes de crosstalk, où des rayons lumineux, à cause des réflexions à l'intérieur d'une vitre, vont partir de la source jusqu'au capteur sans passer par l'objet qu'on arrive à détecter. Donc en fait, ils vont perturber le fonctionnement du capteur. Et c'est grâce à ces fonctions de filtrage de rayons qu'on est capable de quantifier si donc ce qu'on appelle ce crosstalk va être impactant. Donc dans la même idée, si on a un rayonnement lumineux, donc avec un soleil qui vient éclairer notre capteur infrarouge juste en face du capteur, donc bien sûr le soleil il a des composantes de lumière dans le domaine de l'infrarouge, eh bien on va pouvoir venir quantifier à quel point le rayonnement solaire a de l'importance en regard du rayonnement reflété par le doigt. Donc à nouveau, on est capable le fait de pouvoir aller calculer précisément ces quantités captées, mais qui ne sont pas des quantités liées à la détection de l'objet, eh bien on va être en mesure de les quantifier et de se mettre dans des cas critiques où on pourrait être gêné, où le capteur il pourrait ne plus assurer ses fonctions. Donc si maintenant on superpose la partie, donc là on a un calque qui correspond à la lumière émise reflétée par le doigt et un calque qui correspond à la lumière directement arrivée par le soleil. Donc là typiquement on va pouvoir calculer, donc on voit qu'on a 3 watts par mètre carré de lumière qui arrive par le soleil contre 47 de lumière réfléchie par le doigt. Donc c'est comme ça qu'on peut évaluer à partir de quand notre capteur va être calculer à peu près on pourrait imaginer calculer la puissance lumineuse que notre LED doit avoir pour que la part de la lumière liée au soleil soit négligeable par rapport à la part de la lumière reflétée par le doigt. Donc voilà, ces sources ambiantes avec l'option de pouvoir définir donc ce que vous voyez à l'écran, l'espèce de rose des vents avec un soleil qui vient dans une direction bien définie, ça va vraiment nous permettre de créer artificiellement des situations critiques dans lesquelles le capteur il risquerait de mal fonctionner et donc d'identifier très rapidement quelles vont être les situations critiques pour notre capteur. Et donc comme ça, voir si même dans ces situations critiques, le capteur il peut assurer son rôle ou pas. Donc après, ça c'est un exemple qui se veut très simple, mais le principe est le même pour les autres capteurs infrarouges, hein, et puis donc on est capable d'identifier ce qui peut gêner la détection. Donc maintenant, on va plutôt s'intéresser à un exemple sur donc dans l'éclairage, mais dans l'éclairage non visible ou horticole. Donc
par exemple, si on a développé des lentilles, donc là, on a une lentille freeform qu'on a conçue avec un petit script qui permet de créer des formes de manière complètement libre. Et donc souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on a des clients qui développent des luminaires pour les domaines visibles et qu'on va pouvoir adapter aux domaines invisibles. Donc, par exemple, si on a créé une lentille dont le but est de dévier la lumière dans une direction bien particulière pour le domaine visible, on va voir comment on peut adapter ça à des applications plutôt de désinfection. Donc là, voilà, là, les zones rouges, c'est les zones dans lesquelles la lumière va être la plus intense. Donc là, pour l'instant, on est encore sur de la lumière visible. Et donc maintenant, on peut imaginer que ce luminaire, on va vouloir l'utiliser pour de la désinfection, par exemple sur un fauteuil d'autobus, et changer ce spectre visible et utiliser donc des LED ultraviolettes à la place de LED visible. Donc on va pouvoir créer une répétition de la lentille qu'on a créée pour du visible. On va pouvoir se créer un luminaire et voir comment il éclairerait en UV, par exemple, un fauteuil. Donc tout ça, c'est rendu possible grâce à des capteurs d'irradiance 3D qui permettent de capter la lumière invisible, donc qui voit dans la lumière dans toutes les longueurs d'onde. Donc c'est de cette manière qu'on peut aller identifier les zones qui reçoivent le plus de puissance lumineuse sur le siège et les zones qui en reçoivent le moins. Donc à nouveau, on peut se créer des zones de mesure. Donc là, on va pouvoir aller venir isoler une zone, par exemple, qui pourrait avoir particulièrement besoin d'être désinfectée en venant projeter une forme qui nous sert à faire du post-traitement. Et toutes ces quantités, on va pouvoir les sauvegarder et les sauvegarder dans des modèles de mesure. Donc, si on pourrait créer une quantité pour le dossier, pour l'assise, pour les accoudoirs. Et comme ça, on va pouvoir se donner des critères à ne pas à respecter. Donc maintenant, un autre exemple d'application, c'est l'exemple de l'horticulture, hein, où on va à nouveau vouloir probablement regarder la quantité d'irradiance reçue par les feuilles, et pas seulement donc cette quantité de lumière invisible, mais aussi donc sa composition en longueur d'onde, pour calibrer en fait les longueurs d'onde qu'on émet en fonction des besoins de la plante. Donc le fait de pouvoir créer des capteurs spectraux, c'est ce qui nous permet d'avoir remonter à la composition de la lumière en longueur d'onde. Donc tout d'abord, si on regarde un petit peu ce que les feuilles reçoivent comme on va pouvoir comprendre les feuilles qui vont bien recevoir la lumière. Est-ce que tout le feuillage reçoit la lumière de manière uniforme, en se créant à nouveau des zones de mesure qu'on va pouvoir orienter dans une direction qui nous arrange. Donc tout ce que vous voyez en violet, c'est la zone du feuillage qui va être concernée par la mesure qu'on est en train de créer. Et donc à nouveau, on mesure donc non plus des lux comme hier dans le domaine du visible, mais cette fois-ci, c'est des watts par mètre carré. Et donc c'est une plante, c'est ça qu'elle voit, c'est pas des lux. Donc on va pouvoir quantifier la quantité de lumière absorbée par une zone du feuillage. Et donc maintenant, si on veut plutôt s'intéresser à la composition en longueur d'onde de la lumière émise, et comprendre aussi dans quelle direction la lumière n'atteint pas le feuillage, on va pouvoir utiliser un capteur d'intensité. Donc là, toute la tâche que vous voyez au milieu, c'est l'ombre de la plante. Et là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir isoler les zones la direction dans laquelle la lumière ne part pas en direction du feuillage, déjà pour comprendre son cheminement, hein. Donc pour voir pour qu'on puisse adapter notre luminaire pour envoyer plus de lumière dans les zones concernées par le feuillage. Et puis, donc voilà, ça c'est tous les rayons s'affichent en direct. Et puis maintenant, si c'est la composition de la lumière qui nous intéresse, donc vous voyez qu'il y a un petit spectre qui est au milieu de ma fenêtre que j'agrandis. Et là, le fait de bouger ce point, ça me permet de remonter à la composition de la lumière et d'identifier si les pics correspondent bien à des longueurs d'onde auxquelles la plante est sensible pour sa photosynthèse. Donc après, j'ai toujours les options que j'avais aussi présentées hier de pouvoir tracer des diagrammes pour bien comprendre comment l'intensité lumineuse évolue le long d'une trajectoire. On pourra après exporter si on veut continuer à manipuler ces graphes, ces graphiques.
Donc l'avantage d'avoir des capteurs spectraux, c'est qu'on peut facilement passer du domaine du visible, donc de la photométrie, à la radiométrie, simplement en basculant, donc pour basculer entre les unités qui vont être des lux ou des watts par mètre carré. Donc voilà un petit peu pour cet exemple qui avait pour but vraiment d'illustrer comment on peut adapter des luminaires développés pour le visible à des applications plus larges, donc pour la désinfection ultraviolet, ou bien donc de l'éclairage horticole, pour bien cibler les longueurs d'onde qu'on va appliquer, donc pour bien sélectionner aussi ces LED pour satisfaire les besoins des plantes avec donc de plus en plus des applications de culture en intérieur, donc pour produire des cultures plus proches des centres-villes. Et donc là, ça fait souvent intervenir des lumières artificielles aussi pour faire de la culture un petit peu à la verticale. Et donc maintenant, on va s'intéresser à un troisième exemple qui est encore un peu différent, donc plutôt sur la vision de caméra, où là, dans ce cas-là, on va s'intéresser à une caméra qui a pour but d'identifier des billes et de mesurer par exemple des distances entre billes de différentes couleurs sur un plateau. Donc ça peut être typiquement le cas d'application pour le tri, donc des exemples de tri sur une chaîne de production ou qui pompe un rebut de pièces défaillantes. Voilà, toutes les applications de machine vision. Donc on a des modèles de capteurs caméra qu'on va pouvoir créer dans Speos. Donc là, on va imaginer que nos billes sont éclairées avec une lumière uniforme et qu'elles sont vues par une caméra posée juste au-dessus à la verticale. Et donc ce capteur de type caméra, on va pouvoir le calibrer en fonction de toutes les caractéristiques de la caméra que le fournisseur va être en mesure de nous fournir. Donc ça peut être des distorsions, des transmittances, des sensibilités à chacun des spectres. Donc voilà, on est vraiment capable de venir reproduire une caméra virtuelle dans ANSYS Speos. Avec la fonction de prévisualisation directe sur GPU, on peut directement en un clic venir voir ce que voit la caméra. Et puis donc maintenant, l'idée, ça va être de dire, bon, bah, j'ai une source ambiante et uniforme, et puis je vais peut-être vouloir aller ajouter des sources lumineuses un petit peu plus focalisées pour éclairer mes billes sous des angles différents, et puis changer aussi la couleur de la lumière avec laquelle je les éclaire. Et donc là, en 2 clics, on est capable de voir si les lumières artificielles sont bien placées, si elles aident à l'identification des objets qu'on doit identifier, ou si au contraire, elles gênent l'identification. Donc une fois qu'on a fait ces prévisualisations très rapides, on peut lancer une simulation sur les processeurs. Donc à nouveau, c'est des simulations qui sont plutôt rapides, qui tournent sur un laptop de 4 cœurs, ça tourne assez bien. Et donc là, on va pouvoir venir faire encore des mesures sur toutes les quantités lumineuses que la caméra va percevoir, et donc voir un petit peu en fausse couleur pour se donner, voir à quel point la caméra va être sensible aux longueurs d'onde vertes, bleues ou rouges, et quelle est la sensibilité qui permet de mieux identifier les billes. Et donc on est aussi capable de générer l'image que la caméra prendrait en photo. Donc vous voyez que c'est un PNG, hein, ça pourrait être ce que la caméra prendrait en photo. Donc maintenant, si on veut changer un petit peu le modèle de caméra, on peut aller adapter la distance focale et voir tout de suite ce que ça a comme impact sur la perception des billes. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup moins de billes qui sont perçues parce qu'on a zoomé avec notre caméra en quelque sorte. Et puis si on a des caméras qui sont un peu plus de type fisheye, là on peut à nouveau voir si les distances sont toujours. Est-ce que les objets droits restent droits? Est-ce que des formes droites à l'origine sont rendues plutôt rondes? Ou voilà, toutes les distorsions qu'on va pouvoir générer avec une caméra. Voilà, l'idée, ça va être de créer des caméras virtuelles en accord avec celles qu'on compte employer pour ces prototypes. Donc voilà, c'était la dernière démonstration dans le logiciel ANSYS Speos pour la session d'aujourd'hui. Je vais pouvoir repasser la main à Julien pour qui nous présente un petit peu des cas d'études un peu plus complexes que ces cas qui se veulent volontairement simples pour des démonstrations, et montrer comment nos clients utilisent ANSYS Speos pour les applications qu'on vient de vous présenter. Julien, je te redonne la main. Merci Marin. Je repartage mon écran. Et voilà.
Ok. Donc effectivement, dans cette partie, je vais m'appliquer Je à suis pas sûr diffuser qu'on ait le bon écran. quelques cas d'études. Oui, hop, voilà. Et pour imager voilà, des cas d'utilisation et des En fait, problématiques je résolues. t'interromps juste. On voit pas l'écran de, je pense, enfin, voilà, ça y est, ok. En tout cas, pour moi, c'est bon maintenant. Parfait. Ok, ouais, pour alors des cas d'études avec l'utilisation de la lumière, comme on l'a quantifié, non visible, mais également des use cases plus autour de la caméra. Donc, je vais recommencer par ce cas-là. Donc, hier, j'ai mentionné rapidement que le design de ce guide de lumière peut être réalisé par Speos, et grâce aux capacités de modeling de la visio humaine, on peut voir si ce guide de lumière sera visible ou non sous différentes conditions lumineuses, donc pas trop éblouissant dans l'obscurité, assez puissant pour être vu sous la lumière du jour. Et on peut voir également que grâce à la simulation de la lumière infrarouge, on va également pouvoir travailler sur le développement et l'optimisation de cette lentille. Donc ici, on a un utilisateur qui avait besoin de travailler sur la sensibilité de sa lentille de Fresnel, de ses lentilles de Fresnel pour la détection de mouvement. Donc voilà, un capteur qu'on peut trouver dans nos maisons. Et en fait, afin de se différencier, il voulait non pas acheter la même lentille que tout le monde fabriquée en Chine, mais être capable de développer sa propre lentille pour atteindre des performances de détection meilleures que ses concurrents. Donc, grâce à Speos, il s'est rendu compte qu'il pouvait travailler tant sur l'intégration de la LED infrarouge que du récepteur et de l'optique pour atteindre des sensibilités acceptables. Un autre exemple de capteur qu'on peut retrouver tous chez soi dans sa maison, même obligatoire aujourd'hui, le capteur de fumée. Comment marche le capteur de fumée typiquement, quand la fumée s'engouffre dans ce système ici à ailettes, le fait que la lumière soit diffusée par la fumée va créer un signal lumineux sur une cellule qui n'était pas éclairée dans l'infrarouge quand il n'y avait pas de présence de fumée et donc de volume diffusant dans cette chambre. Alors encore une fois, ça c'est un travail très compliqué, très long en termes d'optique pour trouver la bonne face, la bonne forme, orientation des ailettes. C'est quelque chose pour lequel on a réussi à aider ce client qui est à la fois capable de modéliser la fumée, qui pourrait s'apparenter au brouillard, on en parlera plus tard, et également comprendre tous les chemins possibles de la lumière afin d'optimiser toutes ces petites surfaces pour avoir la bonne détection, la bonne sensibilité au niveau du capteur. Un autre cas d'utilisation assez unique, ici on est sur du soudage laser où notre utilisateur avait un gros challenge à créer plein de petites fibres optiques qui envoient de la lumière infrarouge afin d'irradier, chauffer et coller deux bouts de plastique ensemble. Encore une fois, le choix s'est tourné vers Speos pour sa possibilité donc de simuler bien évidemment l'infrarouge, l'irradiation, ses capacités d'optimisation. Il faut optimiser l'orientation, le nombre de fibres, l'orientation des fibres une par une, afin d'atteindre une très bonne homogénéité à l'endroit de la soudure. Et on voit que plus la soudure a une forme complexe, plus c'est compliqué. Donc ce travail très itératif et donc très long, très chronophage, a été amélioré grâce à des boucles d'optimisation faites avec Speos pour travailler sur l'agencement de toutes ces fibres optiques. Un autre cas en France avec le CEA Cadarache, le tokamak ou l'utilisation de la simulation
de la lumière se révèle important. Avant toute intervention sur la forme des ailettes du réacteur, des simulations sont faites pour anticiper et prévoir les bonnes modifications. Chaque modification coûte cher et est dangereuse, donc avant d'envoyer un intervenant dans le tokamak, c'est mieux de vérifier si les modifications qu'on va faire sont intéressantes. Donc voilà, encore une référence assez atypique et intéressante de l'utilisation de la simulation de la lumière. On va passer sur les domaines des caméras maintenant, étant donné que c'est vraiment un sujet d'actualité. On a beaucoup de cas d'utilisation de Speos pour résoudre tant le développement que l'intégration des caméras. Donc ici, un premier cas sur le développement des caméras. Ici, on a de la lumière parasite. Alors, d'où vient cette lumière parasite? Comment résoudre ce problème? C'est des premiers cas d'utilisation de la simulation de la lumière et du tracé de rayons. Ici, on peut se douter que cette lumière parasite vient de la réflexion de la lumière, donc de la lumière infrarouge qui est émise par l'anneau de LED. Il est réfléchi sur la verrine de protection et il re-rentre dans la caméra, ce qui fournit ce halo, ce voile blanc. Bon, ici, ça peut paraître simple de le comprendre. Après, il faut savoir comment le corriger. Donc, Speos offre des possibilités très avancées d'analyse de stray light. Donc, ça va de lumière parasite. Donc, ça va permettre de comprendre le chemin de la lumière face après face, séquence après séquence, afin de comprendre quelle séquence il va falloir supprimer ou diminuer afin d'avoir un meilleur rapport signal sur bruit, afin d'améliorer la qualité de l'image reçue. Donc ici, on peut voir le résultat séquence par séquence et on peut également combiner ça avec avec un tracé de rayon pour voir justement visualiser comment les rayons se propagent dans le système et supprimer, analyser ces séquences parasites. Voilà, donc on va switcher sur le tracé de rayon. Des petits soucis. Hop. Hop. Ah voilà. Alors là, ici, on voit que typiquement, on peut avoir pour chaque séquence une visualisation du tracé du rayon pour vraiment avoir une très bonne compréhension du système et facilement, en un coup d'œil, comprendre où est-ce qu'il faudrait rajouter un élément optomécanique pour supprimer ces séquences parasites. Donc voilà, typiquement, qui utilise ce type d'analyse? On va trouver des personnes comme GoPro, Magic Leap, etc., qui vont utiliser ces solutions pour venir améliorer la qualité de l'image et supprimer ou au moins diminuer tous les défauts qu'on pourrait avoir sur une image. Donc pour les applications type grand public, c'est un problème de qualité. Pour des applications plus industrielles ou liées à l'autonomie dans l'automobile ou dans le transport, ça peut être des phénomènes complètement critiques à éliminer pour s'assurer que les systèmes fonctionnent correctement. Voilà, donc on va retrouver la présence des caméras beaucoup aussi dans des applications de machine vision. Donc ici, on voit des cas typiques d'applications où on va pouvoir venir compter, détecter, mesurer, trier grâce à la vision. Et donc la vision industrielle, c'est la combinaison. Bon, alors, déjà, les challenges, c'est d'optimiser la position, les orientations des sources, des caméras, comparer les caractéristiques des différents composants qui vont composer ce système de vision industrielle et d'évaluer également les affluences de la lumière artificielle, des puissances, des couleurs, etc. pour s'assurer qu'on a un
système de vision le plus efficace possible. Donc grâce à Speos, on va pouvoir, à partir d'un modèle CAO, définir les propriétés optiques des différents composants et différentes pièces à inclure dans la simu. On va pouvoir définir les modes d'éclairage, qui soient artificiels ou naturels, à ajouter une caméra pour pouvoir visualiser la projection de la grille de la caméra, mais également voir qu'est-ce que la caméra verrait, et anticiper des problèmes ou anticiper des traitements d'image pour corriger l'image ou faire les mesures nécessaires sur les résultats. Donc, comme je le disais, on est compatible avec tout type de lumière, la lumière naturelle, la lumière artificielle, les luminaires, mais également les lasers ou les lumières à base de LED, les éclairages à base de LED. Et voilà typiquement le type d'analyse qu'on peut avoir. Donc, la projection de la grille pour pouvoir visualiser le champ de vision, la distorsion, les zones qu'on sera capable de capter grâce à la caméra. Donc, où est-ce qu'on aura de la visibilité, où est-ce qu'on n'en aura pas. Donc là, en quelques secondes, on a déjà une analyse qualitative de notre position, de notre choix et de notre position de caméra. Et ensuite, on va pouvoir fournir des rendus de comment la caméra verra l'objet sous différentes conditions lumineuses. Donc ici, avec un éclairage à LED, avec l'éclairage environnement, avec le ciel ou le soleil, pour s'assurer qu'on est toujours capable de détecter ce qu'on a besoin de détecter. Et on va pouvoir ensuite travailler sur le traitement d'image virtuellement, déjà sans avoir à réaliser un proto du système. On va déjà pouvoir fournir aux équipes qui codent les algos de traitement d'image des images comme la caméra générera, pour qu'eux déjà travaillent sur le développement et la validation de leurs algos. Voilà, ici la même chose sur de la mesure. Donc voilà, en résumé, les cas qui sont adressés dans le domaine de la vision industrielle, donc de la projection à la création virtuelle d'images post-processées. Alors tout ça n'est possible effectivement que parce qu'on a accès à des modèles de caméras. Quand on vous fait des simulations, comme on l'a vu précédemment, on ne resimule pas tout ce qui se passe dans la caméra dioptre après dioptre, lentille après lentille. On va utiliser des modèles de caméra plus ou moins précis en fonction des phénomènes qu'on a envie de simuler. Donc Speos vient avec un modèle basique de caméra qui permet d'avoir une analyse assez haut niveau de la vision d'une caméra. Donc on vient définir la position de la pupille d'entrée, elle est caractéristique de grossissement, etc. de l'image pour modéliser de manière simple et souvent suffisante la caméra. On a vu également qu'on est capable d'utiliser un modèle de caméra complet, mais là, ça deviendrait très lourd en simulation quand on vient simuler tout, de la lumière ambiante jusqu'à la cellule. Donc, on a développé un modèle qu'on appelle ici Advanced Camera Model, qui vient d'un import d'un outil très déployé sur le marché qui s'appelle Zimax. Donc aujourd'hui, la plupart des fabricants de caméras et d'optiques utilisent Zimax pour travailler l'optique séquentielle et leur combinaison de lentilles. Et on a un partenariat avec eux pour pouvoir encapsuler dans une boîte noire la caméra et l'importer dans ANSYS Speos pour utiliser ce modèle de caméra dans ANSYS Speos et inclure la caméra dans une scène complète qui fait appel à la scène, la lumière ambiante, la lumière artificielle rajoutée, etc. pour pouvoir simuler de manière très précise ce que la caméra verrait. Donc ce modèle nous permet d'aller assez loin dans les modèles de dispersion, dans les simulations des effets de dispersion, de vignettage, toutes les problématiques liées à la résolution, la profondeur de champ, etc. Tout ça va être directement visualisé. On va pouvoir le visualiser
pardon, de manière très simple et sans avoir l'expertise de ce qui se passe dans la caméra, si on importe le modèle de caméra depuis Zimax. Donc ici, on va voir tous ces phénomènes assez précis qu'on va pouvoir simuler. Donc voilà, dans le domaine de l'autonomie, bien évidemment, on utilise ce type de caractéristiques. Le même process qu'on a vu précédemment, définition et prise en compte des propriétés optiques des différentes pièces incluses dans la scène, la lumière artificielle, pour pouvoir travailler sur la vision dans différentes conditions des caméras. Donc ici, quelques exemples de ce qu'on arrive à faire avec Speos et la simulation de la vision des différents capteurs qui font partie de l'équipement du véhicule pour ramener de l'autonomie. Et on voit qu'aujourd'hui, grâce à la... Alors, on sait simuler les caméras visibles. Grâce aux capacités Speos, on sait aller également dans le proche infrarouge et dans le thermal. On sait simuler des caméras stéréo. Et grâce à la présence de Speos dans un portefeuille de physique, de différentes physiques, donc grâce à la présence de Speos dans un environnement multiphysique, on sait également maintenant également faire des simulations de vision sous différentes météos. Donc simuler le brouillard, simuler la neige, la pluie, etc. Grâce à une expérience multiphysique. Donc ici, on va avoir un autre exemple ici. Là, on peut simuler la vision d'une caméra avec des gouttes d'eau devant la glace protectrice de la caméra, ou si la caméra était derrière un pare-brise, on saurait simuler sa vision derrière le pare-brise. Donc tout ça a été rendu possible et on peut le faire de manière dynamique en connectant plusieurs produits de la famille Ansys ensemble. Donc par exemple ici Ansys Fluent pour simuler d'abord la météo, le dépôt de gouttes sur les éléments protecteurs. Et ensuite, on va simuler la vision à travers ça pour être capable de conclure si la caméra mise à cet endroit, derrière cet élément, quand il pleut, est-ce qu'elle sera capable toujours de voir ce qu'elle doit voir pour garantir un bon niveau de sécurité. Donc, répondre à ce genre de questions, c'est pas facile. Faire des tests sur la route, c'est pas facile. Reproduire des situations critiques, en réalité, c'est pas facile non plus. Donc, la simulation, au-delà d'être pratique, va être incontournable dans le futur pour valider toutes ces possibilités et s'assurer qu'on développe des véhicules autonomes fiables. Donc voilà le type de process multiphysique qu'on peut opérer. Et on verra par la suite également que ça nous permet de travailler sur les déformations liées au stress thermique. On parle de Speos dans un environnement multiphysique avec plusieurs produits. Donc j'en profite pour rappeler que effectivement on a créé ce modèle de boîte noire pour passer de Zimax à modèle caméra Speos dans lequel on va simuler des scènes complètes. J'en profite pour également parler de la connexion entre une solution Ansys Lumerical et Speos, où avec Lumerical, on va pouvoir travailler plus sur le capteur CMOS et ses capacités, et en liant Speos et Lumerical, on va pouvoir capter ce que le capteur Speos en termes de watts par mètre carré, on va dire, reçoit à son niveau, et travailler sur le design du capteur en lui-même et simuler la chaîne complète jusqu'au signal électrique de ce système complet. Donc tout ça sera expliqué, sera disponible dans un webinaire plus axé sur la photonique demain. Voilà, et je vais finir sur le cas du LIDAR,
où effectivement on a beaucoup de cas en ce moment autour du LiDAR. Donc bien évidemment, avec Speos, on peut travailler sur le développement du LiDAR grâce au ray tracing, travailler sur alors le LiDAR, c'est une voie d'éclairement, une voie de capteur, de captation de la lumière. Donc on va pouvoir travailler sur sur comment on envoie la lumière sur les objets, comment on reçoit la lumière sur notre receiver, sur notre imageur. Et on a eu ici des cas d'utilisation assez intéressantes où on voit que ce LiDAR a une optique qui est dans un package assez restreint, où on a observé des échauffements. Donc encore une fois, grâce à l'expérience multiphysique, on va pouvoir simuler l'échauffement dans le packaging grâce à d'autres produits de la famille Ansys pour avoir la déformation de l'optique et avoir une forme, voilà, la forme déformée de cette optique pour ensuite comprendre l'impact sur, par exemple, de la lumière parasite, grâce à l'analyse de lumière parasite, mais également être capable de comprendre comment ça va impacter ici le signal qu'on reçoit sur le capteur. Et clairement, initialement, on captait bien la forme de l'objet avec cette figure à franges. Et quand on est soumis à des conditions de stress thermique, on n'est plus capable de détecter les niveaux bas. Et donc, du coup, là, on a une dégradation assez importante des performances du LiDAR. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir simuler et on va pouvoir accompagner le développement du LiDAR en lui-même. Et comme pour la caméra, on a ensuite développé des modèles macro de LiDAR pour plus travailler sur le positionnement des lidars et comprendre comment il faut les positionner et comment un lidar va interagir avec son environnement quand il est en mode de fonctionnement de tous les jours quoi, sur le produit fini. Donc on a développé des modèles de lidar, donc les lidars statiques, les lidars type scanning and rotating. Donc on a les différents types de lidar disponibles sur le marché, et avec notre solution, comme on va le voir dans cette vidéo, on va pouvoir travailler sur le positionnement et virtuellement obtenir des données acquises par un lidar. Donc ici on voit, on peut à la fois déjà voir le champ de vision du lidar. On va pouvoir travailler, si on travaille avec deux lidars qui se complémentent, travailler sur leur positionnement, s'assurer qu'on vient capter les bonnes zones, être capable de capter les bons objets, les bonnes informations, et avoir des images, des données brutes comme un lidar les recevrait pour les post-processer et s'assurer qu'on est capable de voir ce qu'on a besoin de voir. Donc on va pouvoir résoudre les différentes problématiques autour non pas du développement du lidar en lui-même, mais de son intégration dans un système complet. Donc l'intégration, l'impact de l'environnement sur ses performances sont des sujets qu'on peut traiter. Voilà. Et je finirai juste avec cette slide pour rappeler que tout ce qu'on a vu ne peut être précis que si on utilise des données d'entrée précises. On a parlé de l'infrarouge, on a parlé de l'ultraviolet. Aujourd'hui, tout ça reste possible et on peut faire confiance à la simulation si et seulement si on utilise des données qui sont fiables dans les bandes spectrales de l'UV, de l'infrarouge, etc. Et aujourd'hui, nous avons développé notre propre hardware et des partenariats afin de pouvoir assurer la précision au-delà du domaine du visible, mais également dans les domaines spectraux dont on a parlé aujourd'hui. Donc voilà pour une rapide overview de cas d'utilisation de Speos hors du visible, hors du rendu physico-réaliste. Et bien évidemment, si vous avez des questions, Marin et moi-même serons heureux de développer un des use cases qui a été vu aujourd'hui. Voilà, Marin, je te redonne la main. Yes, merci beaucoup Julien. Donc, c'est super.
qui sont particulièrement intéressants, ces use cases. Donc, ça m'emmène directement sur la conclusion. On arrive bientôt à la fin de notre webinaire. Donc voilà, aujourd'hui, on parlait de la lumière qui était pas seulement visible. Ça, c'était plutôt le sujet du webinaire d'hier. Et donc, ce qu'on observe dans les tendances qu'on observe dans la lumière invisible, c'est que, bon, je vais les prendre un peu dans le désordre par rapport à ce qui est écrit, mais si je reprends donc le sujet sur lequel on vient de finir, c'est pour les capteurs de type caméra. Donc, c'est particulièrement pertinent pour aujourd'hui tout ce qui se développe autour des véhicules autonomes, des systèmes d'aide à la conduite, puis donc plutôt après pour les applications industrielles de tri automatique et ou même de sécurité pour les caméras qui deviennent de plus en plus présentes dans nos objets du quotidien. Donc, même que les capteurs infrarouges, tout ce qui est capteurs de proximité, on en voit de partout, et donc Speos permet vraiment de les optimiser. Et puis enfin, si on s'intéresse plutôt au sujet au domaine de l'éclairage, donc de l'éclairage plutôt ultraviolet, on a tout ce qu'il faut aussi pour permettre de comprendre comment les objets qu'on cherche souvent à désinfecter ou même à éclairer avec de la lumière, donc on vient sélectionner une longueur d'onde spécifiquement pour le besoin d'une plante. Ça, on a tous les outils pour comprendre si ce qu'on doit éclairer avec ces lumières particulières est suffisamment bien irradié. Donc voilà, avec Edge, on va vraiment pouvoir voir toute cette lumière invisible sous forme de fausses couleurs et prédire ce que de toute façon notre œil humain ne peut pas capter. Et puis surtout, on va pouvoir identifier les situations critiques où ces capteurs ne vont pas assurer leur rôle et où ils risquent de poser problème. Donc ça, on le voit vraiment en avance avant d'avoir des prototypes et de placer d'ailleurs des prototypes dans des situations particulièrement compliquées à reproduire. Donc ça, c'est vraiment le genre de choses aussi qu'on est capable de reproduire artificiellement dans Speos. Voilà un petit peu pour la conclusion. Si maintenant vous souhaitez vous former sur Speos, donc on a une session de formation en novembre qui est en ligne. Et puis toute l'année, on vous propose de concevoir pour vous spécifiquement un programme de formation qui répond à vos besoins. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Donc voilà, c'est tout. Ça emmène sur la slide de fin où on peut voir nos contacts. Si jamais vous voulez nous recontacter, que vous avez des questions en plus, les voici. Donc, je rappelle encore que le webinaire a été enregistré, donc il sera disponible à la rediffusion. Et si vous avez des questions maintenant, c'est le moment de les poser. On a le temps pour en prendre une ou deux. Donc, vous pouvez faire ça dans le chat. J'attends un petit peu que ça arrive. OK. Il y en avait déjà quelques-unes qui étaient tombées, qui avaient déjà des titres. Ouais, on avait donné partiellement la réponse à celle-ci, par exemple. Est-ce que une librairie de modèles de caméras et de lidar est fournie? Donc, alors oui, il y a le portail client Ansys donne accès à toute une librairie de modèles de caméras et de lidar standard, donc qui sont directement téléchargeables sur le portail client. Donc pour les clients qui ont acquis le logiciel. Ouais, il y a une autre question à propos des librairies sur les propriétés matériaux. Est-ce que les propriétés matériaux dans les domaines spectraux sont inclus de base ou est-ce qu'il y a besoin d'un module complémentaire? Donc, pour préciser d'abord, c'est possible de créer soi-même ces propriétés matériaux dans les domaines invisibles ou de les récupérer ou de récupérer des données d'essai. Et donc là, à nouveau, Speos offre une base de librairie de matériaux caractérisés par les équipes de Speos, disponible sur le portail client aussi. Ok, on aura une petite question donc un peu différente intéressante sur comment convertir une quantité lumineuse captée en signal électrique. Donc j'imagine que ça fait plus référence à l'exemple du capteur de proximité. Donc ça pourrait être quelque chose qu'on fait en post-traitement. Donc par exemple, si par exemple le capteur a une fonction de transfert qui convertit une irradiance moyenne en signal électrique, on va aussi être capable directement dans les outils de post-traitement d'intégrer une formule qui permet de convertir une quantité de lumière reçue en volt, par exemple. Donc là, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire et d'ailleurs sauvegarder sous forme d'un modèle standard. Là, je vois pas d'autres questions qui seraient qu'on pourrait récupérer. Bon, il reste encore une minute, mais s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir conclure cette session. Et puis, n'oubliez pas que donc, demain, on a un webinaire aussi qui sera plutôt axé
sur la simulation de la photonique, donc qui est plutôt pertinente pour tout ce qui va être les semi-conducteurs, et donc ça interagit d'ailleurs assez bien avec ANSYS-PO. Il y a des connexions très intéressantes à faire. N'hésitez pas à vous connecter aussi à la même heure demain au webinaire sur la simulation photonique dans ANSYS Numérical. Merci beaucoup de votre participation, et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Au revoir.